Alors ça, évidemment, c'est en régime statique, et quand on s'intéresse à l'interaction d'un matériau avec un faisceau lumineux, le champ électrique va osciller, et donc il va falloir s'intéresser à l'évolution de cet oscillateur en fonction du temps, lorsqu'il est soumis à un champ électrique oscillant. Alors pour ça, on va commencer par s'intéresser à l'oscillateur seul, donc en supposant ce qui se passe si on coupe le champ électrique, donc si j'enlève la force électrique, il n'y a plus que les forces de rappel, et mon oscillateur va évidemment osciller sous l'action de la force exercée par le ressort. C'est un oscillateur mécanique avec une équation d'évolution où j'aurai la loi de Newton qui me dit que la masse fois l'accélération est égale à la force de rappel. Et donc la force de rappel qui est égale à moins kx, et ici j'ai remplacé la raideur k du ressort par m oméga 0 carré, où oméga 0 est homogène à une fréquence ou une pulsation, et pour une raison qui va être très claire dans un instant. Donc vous voyez que cet oscillateur, pendant que je parlais, l'oscillateur s'est arrêté d'osciller. Si je le relance, eh bien, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'amplitude de l'oscillation diminue. Ça, c'est parce qu'on a affaire à un oscillateur amorti. Une vibration moléculaire va elle aussi s'amortir. Et donc on va modéliser ça en rajoutant ici une force de frottement fluide qui va être proportionnelle à la vitesse de l'oscillateur. Et donc c'est ça qui fait que l'oscillateur va petit à petit tendre vers sa position d'équilibre, qui sera donc ici où l'oscillateur sera immobile. Alors j'ai introduit ici dans cette force de frottement fluide une constante gamma qui va être proportionnelle au frottement et qui sera elle aussi homogène à une fréquence. Alors la solution à ce problème de l'oscillateur harmonique amorti, vous la connaissez certainement, donc il y a plusieurs régimes. Il y a un régime pseudo-périodique, qui est celui qui va m'intéresser quand l'amortissement est suffisamment faible. Et je vais même supposer que le taux d'amortissement gamma est en fait très inférieur à oméga 0, ce qui correspondra au cas qu'on rencontre habituellement dans des vibrations moléculaires. Et donc dans ce cas-là, la solution peut directement s'écrire sous la forme qui est indiquée ici. On a une décroissance exponentielle avec un taux de décroissance qui est gamma, le taux d'amortissement, et puis une évolution sinusoïdale avec ici cosinus oméga 0t plus phi. La seule différence, si je n'avais pas supposé que gamma est très petit devant oméga 0, mais simplement suffisamment petit, c'est que la fréquence qui interviendrait ici ne serait pas exactement la fréquence qu'on a dans la définition de la raideur du ressort, k égale oméga 0 carré, mais dans tous les cas, on aurait dans le régime pseudo-périodique l'expression qui est indiquée ici. Donc ça, c'est la solution générale à l'équation différentielle du second ordre qu'on a en haut. Donc on a ici deux constantes qui interviennent, la phase phi de la vibration et l'amplitude de la vibration. C'est normal de retrouver deux constantes, puisque l'ensemble des solutions de cette équation différentielle du second ordre à coefficient constant, ici, est un espace vectoriel de dimension 2. Ce qui est important, c'est que cette solution générale va toujours tendre vers 0, et elle va tendre vers 0 assez vite, en fonction de ce taux d'amortissement. Pour fixer les idées, pour une vibration moléculaire comme la molécule de monoxyde de carbone, la période d'oscillation est de l'ordre de 15 femtosecondes, et le taux d'amortissement va dépendre de l'environnement de la molécule, mais ça pourra être plutôt de l'ordre de la picoseconde, donc beaucoup plus long que la période d'oscillation. Mais dans tous les cas, vous voyez que cette vibration moléculaire va très très vite s'atténuer. Bien, donc on va maintenant s'intéresser à notre oscillateur lorsqu'il est soumis à un champ électrique oscillant E de t. Donc ce sera l'oscillateur harmonique en régime forcé. Donc dans ce cas-là, l'équation d'évolution est la même que tout à l'heure, simplement il faut ajouter la force causée par le champ électrique, donc delta Q E de t, la force exercée sur chacun des atomes. Je dois préciser ici que la masse qui intervient, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la masse qui intervient ici, ce n'est pas la masse d'un des deux atomes, c'est la masse réduite, puisqu'on s'intéresse au mouvement relatif entre les deux atomes. Enfin bon, qualitativement, ça ne va pas changer le résultat du problème, mais c'est bien la masse réduite qu'il faut utiliser. Donc on va s'intéresser au cas particulier où le champ E de t est une onde sinusoïdale. Alors ça peut vous paraître arbitraire comme choix. En fait, on verra dès la semaine prochaine que tout champ électrique E de t peut se mettre sous la forme d'une superposition d'ondes sinusoïdales. Donc il est naturellement intéressant de considérer le cas des ondes sinusoïdales. On pourra toujours ensuite, par superposition linéaire, trouver la réponse du système à n'importe quel champ électrique. Donc comme le champ électrique sera une fonction sinusoïdale, eh bien ça nous incite à utiliser la notation complexe. C'est-à-dire que je vais introduire le champ complexe E rond de t, qui dans ce cas monochromatique est très simple. C'est donc une grandeur complexe E qui comprendra l'amplitude et la phase, multipliée par exponentielle moins i oméga t. Et le champ électrique E de t réel sera simplement la partie réelle de E rond de t. Et de la même manière, je vais écrire que la solution du problème x de t sera la partie réelle d'une fonction xi de t
qui sera elle aussi en exponentielle moins I oméga t. Alors ce que je vais faire ici, c'est qu'il me suffit de trouver une solution particulière au problème, puisqu'on sait que la solution de l'équation différentielle que vous avez en haut, c'est la solution générale, dont on a vu qu'elle s'amortissait et qu'elle tendait très vite vers 0, donc elle va disparaître en régime stationnaire, et une solution plus une solution particulière. Donc il suffit de trouver une solution particulière, donc c'est celle-là qu'on va chercher avec ce choix d'une fonction xi de t qui sera en exponentielle moins I oméga t. Donc si je remplace x et e par les grandeurs complexes xi et e rond de t, ben, j'obtiens cette équation, hein, c'est la même équation. Simplement j'ai écrit d'un seul côté tout ce qui dépendait de xi, et de l'autre côté, en divisant par m, l'action, le terme source hein, provenant de l'interaction avec le champ électrique. Donc comme xi est supposé évoluer en exponentielle moins I oméga t, évidemment quand je vais dériver xi par rapport au temps, eh bien, il y a le facteur moins I oméga ici qui va sortir. Donc la dérivée de xi par rapport au temps qu'on a ici, c'est tout simplement moins I oméga fois xi. Et la dérivée seconde, ce sera moins I oméga au carré, c'est-à-dire moins oméga 2 xi. Donc finalement, cette équation différentielle, ce sera tout simplement oméga 0 au carré, moins oméga 2, moins 2i gamma oméga xi, égale au terme source. Donc on pourra, en divisant par ce préfacteur qui dépend de la fréquence, on pourra directement écrire la solution sous la forme de xi proportionnel à E avec donc, le terme de proportionnalité que vous avez ici. Alors on va pouvoir comme ceci distinguer différents régimes en fonction de la fréquence. Alors dans le cas que vous avez à l'écran, c'est le cas où la fréquence oméga est très faible devant oméga 0. Donc je vais représenter ici dans le plan complexe le champ complexe E rond, donc qui ici pointe vers le haut, et puis la valeur de xi. Donc comme oméga est en fait ici très petit devant oméga 0, on va pouvoir considérer que donc, oméga ici va être négligeable, oméga 2 va être négligeable, ce terme-là aussi on va pouvoir le négliger, et vous voyez qu'on trouve simplement que xi est proportionnel à E avec un préfacteur qui est réel. C'est en fait exactement le même préfacteur qu'on avait trouvé dans la réponse statique, hein, si vous vous rappelez que m oméga 0 carré est égal à k, c'est la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure dans le cas d'une réponse statique. Et donc on voit que xi est effectivement proportionnel au champ électrique. Alors je vais maintenant augmenter la valeur de la fréquence. Donc si j'augmente la valeur de la fréquence, donc je fais osciller mon champ de plus en plus vite, vous observez que d'une part l'oscillation est de plus en plus importante, et par ailleurs on voit que xi n'est plus directement dans la même direction que E dans le champ complexe, c'est-à-dire qu'on va avoir un déphasage de xi par rapport au champ complexe, et je vais me placer pour cette fréquence-là, pour laquelle xi est exactement déphasé de pi sur 2 par rapport au champ incident. Alors ça, d'où ça vient? Ça vient simplement du fait que je me suis mis à la résonance. Donc maintenant, c'est ce terme-là qui disparaît. Oméga est égal à oméga 0. Et donc, vous voyez qu'il va rester ce facteur i. Je vois que xi va simplement être égal à i fois un certain préfacteur fois e. Donc comme on le voit dans la représentation dans le plan complexe, xi qui est i fois e va faire un angle de 90 degrés par rapport à e dans le champ complexe. On aura donc l'oscillation va être en quadrature par rapport à l'excitation, et c'est effectivement ce qu'on voit sur l'animation. Vous voyez que à chaque fois que le champ électrique passe par 0, eh bien ça correspond au moment où l'élongation est soit maximale, soit minimale. Donc mes deux grandeurs, e et xi, sont bien en quadrature. Bien, je vais maintenant continuer à augmenter la fréquence. Donc maintenant, je vais avoir oméga qui est très grand devant oméga 0. Et donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que c'est ce terme-là qui va devenir prépondérant. Et donc, le xi va être à nouveau réel, mais avec un signe moins. Donc, xi va être en opposition de phase par rapport au champ électrique, et c'est effectivement ce qu'on observe. On voit que quand le champ pointe vers le haut, eh bien, la molécule est comprimée, alors que quand il pointe vers le bas, la molécule est étirée. C'est le contraire de ce qu'on avait tout à l'heure. Et c'est aussi ce qu'on voit dans la représentation dans le plan complexe. Xi pointe dans la direction opposée par rapport au champ électrique. Bien, donc ceci nous permet maintenant de calculer, d'exprimer la polarisation en fonction du champ électrique. Donc j'ai reporté ici l'équation que nous venons d'établir, hein, dans le cas général, où xi est proportionnel à E. La polarisation induite, on a vu que c'était égal à la densité de dipôle fois delta Q fois x de t, et donc ce sera la partie réelle de xi exponentielle moins I oméga t.
On peut, évidemment, ceci nous incite à utiliser la notation complexe également pour la polarisation induite. Donc je vais introduire la grandeur Perron, et j'aurai une polarisation induite qui sera la partie réelle de Perron exponentielle moins i oméga t. Donc la polarisation induite va elle aussi osciller à la fréquence oméga. Si je remplace, j'obtiens cette formule où je vois que effectivement, comme on l'attendait dans le régime linéaire, la polarisation est proportionnelle au champ électrique. Et donc ce préfacteur ici qui est devant le champ électrique, ce sera tout simplement epsilon 0 fois chi de oméga. Et donc je vais pouvoir en déduire l'expression de la susceptibilité linéaire. Donc un préfacteur ici et le terme dépendant de la fréquence, le terme complexe dépendant de la fréquence que nous avons discuté tout à l'heure dans le cas de Xi. Donc si on se place maintenant dans un cas où on est proche de la résonance, si oméga est proche de oméga 0, eh bien, dans l'expression qui est en dessous, je vais pouvoir, déjà, oméga 0 au carré moins oméga 2, je peux l'écrire sous la forme oméga 0 moins oméga multiplié par oméga 0 plus oméga, mais comme oméga est proche de oméga 0, eh bien, oméga 0 plus oméga, je pourrai le remplacer par 2 oméga 0. Et j'ai également ici le 2 oméga que je pourrais remplacer par 2 oméga 0. Et donc vous voyez qu'en mettant 2 oméga 0 en facteur, j'obtiens l'expression que vous avez ici, où on a simplement un terme en 1 sur oméga moins oméga 0 plus i gamma. Donc ça, c'est l'expression de la susceptibilité quand on s'approche de la résonance, c'est-à-dire plus précisément quand oméga moins oméga 0 est très inférieur à oméga 0. Donc on va pouvoir dans ce cas-là calculer la partie réelle et la partie imaginaire de la susceptibilité en simplement multipliant l'expression de chi par oméga moins oméga 0 moins i gamma. Donc la partie imaginaire d'abord, c'est le terme en moins i gamma fois le moins qui est ici, finalement j'aurai i gamma. Donc la partie imaginaire va simplement faire apparaître un facteur gamma au numérateur. Et au dénominateur, j'aurai évidemment oméga moins oméga 0 au carré plus gamma 2. Donc on obtient une fonction lorentzienne, qui est une fonction qui intervient très souvent en physique, qui est représentée ici, donc qui est centrée sur oméga 0. Sa largeur à mi-hauteur, ce sera 2 gamma, puisque si je remplace oméga moins oméga 0 par gamma, j'aurai au dénominateur 2 gamma 2 au lieu de gamma 2 au pic de la fonction. Donc j'ai bien la moitié de la valeur au pic. Donc la largeur à mi-hauteur, c'est bien 2 gamma. Et donc cette fonction va nous représenter la courbe de résonance de mon oscillateur mécanique soumis à un champ électrique oscillant. Quant à la partie réelle de chi de oméga, eh bien c'est la même chose, simplement en multipliant par oméga moins oméga 0 moins i gamma. Le terme que je vais garder maintenant, c'est oméga moins oméga 0. Et avec le signe moins, eh bien je vais avoir ici oméga 0 moins oméga. Donc on obtient la courbe que vous avez, qui est représentée ici en bleu, qui s'annule quand oméga est égal à oméga 0. Et si je regarde pour oméga inférieur à oméga 0, je vais avoir en fait une branche d'hyperbole. Si je suis assez loin de gamma, je vais pouvoir négliger le terme en gamma 2 ici, et j'aurai effectivement quelque chose qui est en 1 sur oméga moins oméga 0. C'est la branche d'hyperbole que vous voyez ici. Même chose pour oméga supérieur à oméga 0, où j'ai la même chose avec un signe opposé. Et puis, au voisinage de oméga 0, j'ai cette variation. Donc voilà, pour conclure, la réponse de notre oscillateur mécanique à un champ électrique oscillant, c'est évidemment un problème de physique très général. Vous rencontrez exactement le même comportement physique pour un circuit RLC soumis à une tension sinusoïdale. Et il se trouve que la formule qu'on a établie ici pour un oscillateur mécanique en mécanique classique reste en fait valable, ou en tout cas très similaire en mécanique quantique. C'est la même formule qu'on obtiendrait. Et c'est ça qui fait que ce modèle très simplifié, même s'il a le défaut d'être classique, va nous permettre de comprendre un certain nombre des propriétés qu'on rencontre dans des matériaux réels.